politique que celle du Soleil d'Orient. Des politiques de stabilisation démographique et de partage des ressources s'imposaient, mais allaient de pair avec les mesures mises en place pour réduire les changements climatiques. L'Union transeuropéenne existait en fait depuis près de 2 siècles. Ce pôle regroupait maintenant tous les anciens pays d'Europe, de l'Islande à la Grèce, et certaines îles de l'Océanie, comme la Nouvelle-Calédonie. Contrairement aux autres, sa population était dense dans la partie occidentale, mais relativement stable, et il restait de grandes terres inoccupées dans l'ancienne Russie. Non sans heurts, des politiques de prévention avaient tout de même été mises en place par le gouvernement pour assurer la pérennité et le partage des ressources. L'Alliance du Sud regroupait les pays du Moyen-Orient ainsi que toutes les terres d'Afrique. La désertification y avait été plus forte que partout ailleurs, avec le dépeuplement qui en découlait. Les zones habitables devenaient de plus en plus restreintes et l'enjeu climatique demeurait d'une importance capitale. De plus, en fuyant vers les autres régions, les personnes déplacées avaient contribué au bouleversement de l'équilibre démographique planétaire. La population de l'Alliance subissait encore le contre-coup de ces migrations massives, tant sur son propre territoire que dans les terres d'accueil où ses ressortissants s'étaient installés. Deux façons de gérer les changements climatiques existaient dans ce monde où la coopération et l'entraide universelle auraient dû prévaloir. La première était la réduction généralisée des émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique. Cependant, pour contenir les effets de l'empreinte humaine sur la planète, la mondialisation des quotas de rejet industriel eût été requise, contrairement au principe du traité de Tokyo, selon lequel chaque gouvernement pouvait fixer ses propres règles. La seconde était l'adaptation au changement climatique. Se préparer à la désertification et au dépeuplement éventuel, tempérer l'augmentation du niveau des océans et contrer l'infiltration des eaux salées dans les réservoirs d'eau douce et, enfin, se protéger des phénomènes météo extrêmes et de l'augmentation de l'énergie dans l'atmosphère. Les méthodes d'adaptation pouvaient être appliquées de façon régionale et donc par pôle, mais elles ne permettaient pas de régler le problème à la source. Dans ce contexte assez peu prometteur, les 4 pôles se respectaient, mais s'étaient fermés les uns aux autres. Il n'y avait plus de conflits armés entre eux, mais il restait des éléments de rivalité scientifique, sociale, politique et sportive. La plus saine de ces compétitions était assurément la course entre la Terre et Mars, que le Soleil d'Orient organisait rigoureusement aux 4 ans. Le départ avait toujours lieu à Tokyo, et l'arrivée se faisait chaque fois à un endroit différent sur Mars, que les équipages devaient localiser. Lors de la plus mémorable de ces courses, en 2208, la plateforme d'arrivée était située en région inaccessible par vaisseau spatial. La fin du parcours devait donc s'accomplir sur le terrain. Une sorte de biathlon, avaient déclaré les médias. 2 éléments laissaient présager que cette course serait inoubliable. Tout d'abord, puisque les vaisseaux de course généraient des coûts de fabrication et d'entretien faramineux, un montant substantiel était octroyé à l'équipe victorieuse, assumé à part égale par les 4 pôles. Cette année-là, le gouvernement du Soleil avait décidé d'ajouter 1 milliard de terrasses au prix de l'équipe gagnante, soit 10 fois la somme traditionnelle, sans en donner la raison. Ensuite, les casques de tous les participants avaient été munis d'astrocaméras qui filmaient en continu l'avancement de chacune des équipes. Installées dans les 4 vaisseaux ainsi qu'à différents endroits sur Mars, des stations relais expédiaient les images vers la Terre en quelques nanosecondes. La retransmission des images se faisait pratiquement sans délai, ce qui permettait au public terrien de voir la course en temps réel. Ces 2 particularités avaient engendré des codes d'écoute au sommet inégalé. Tout avait été soigneusement prévu pour que cette course passe à l'histoire. « 1. La course de Frank Blist, année 2208. Le ping-pong. Frank Blist avait toujours adoré le ping-pong, son principal moyen d'évacuer la pression. S'exerçant seul contre une table pliée, il pouvait prendre du recul et méditer sur son avenir. Le simple fait de penser à la détente que lui procurait ce passe-temps le calmait habituellement avant les courses. Aujourd'hui, pour la première fois, il pensa à son sport et la situation restait douloureuse. À bord du CX spatial, le vaisseau de l'Union transeuropéenne, son corps faisait des allers-retours sur les murs de la cabine de pilotage. Ses collègues Charles Mirodin et Tony Francesco subissaient le même sort. Depuis l'accrochage avec l'astéroïde, l'équipage était en chute libre vers Mars et vivait les soubresauts de la balle pendant une partie. Frank Blist serait le premier à comprendre que cette course n'était en réalité qu'un prétexte. Imaginez-vous une quinte flush royale,
allant du... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.